Bonjour Raphaël Curti, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien pour la section clinique d'Aix-Marseille qui organise le 4 juin au matin prochain euh, une matinée sur le thème du passage à l'acte, plus précisément sur l'accompagnement en institution de ceux qui passent à l'acte. Vous êtes psychiatre, vous exercez au centre hospitalier Val-Vert et vous êtes responsable de l'unité Les Macaras et également du service d'évaluation et de soins à l'autisme. Votre travail en direction des personnes souffrant de déficiences intellectuelles plus ou moins sévères est particulièrement enseignant sur les difficultés de la communication humaine. Une des difficultés de l'accompagnement de ces personnes me semble justement relever de la surinterprétation que suscite l'énigme de leur comportement. Il s'agit bien souvent de freiner cette pente, ce que nous rappelle Jacques Lacan avec sa mise en garde contre le sens. Jacques Lacan dit « Gardez-vous de comprendre, entendons, retenez-vous de surinterpréter ». Donc, c'est ma première question. Qu'en pensez-vous ? Je dirais déjà que l'unité dont je suis responsable intervient auprès d'un public très particulier au sein de la psychiatrie, puisque c'est le public adulte avec déficience intellectuelle la plupart du temps sévère, avec des troubles autistiques, qui vivent soit à domicile, soit dans des institutions médico-sociales. Et on nous sollicite souvent en cas de passage à l'acte hétéro-agressif ou auto-agressif, suffisamment intense pour qu'il soit inquiétant. Et dans notre pratique, depuis environ 7 ans, on a essayé de construire une réponse pour rassurer les équipes, pour de temps en temps trouver aussi une solution. C'est pas toujours évident. Et ça, je fais la distinction entre trouver une solution et améliorer la situation. Parce que des fois, on améliore la situation sans trouver la solution. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que rien que le fait d'intervenir et de mettre au travail certains raisonnements et redéplacer un peu la réflexion institutionnelle peut améliorer les choses, améliorer l'attention autour du résident et ensuite améliorer les choses en cascade. En écoutant une de vos interventions, je me suis demandé si le champ de votre exercice ne mettait pas particulièrement en lumière justement la dimension du passage à l'acte, mais aussi côté accompagnant, quel qu'il soit d'ailleurs, éducateur, soignant, l'entourage familial, les proches. Lorsque justement ces accompagnants sont confrontés à ce que vous disiez, c'est-à-dire la difficulté de penser la logique subjective de ces sujets, ils se retrouvent en panne, et effectivement là, peut-être qu'il peut y avoir du côté de l'entourage, cette dimension du passage à l'acte peut surgir face à la difficulté. Tout à fait, et c'est un sujet tabou. On croit savoir que selon la vie institutionnelle, les errances, les difficultés parfois associatives, il peut y avoir des plus ou moins bonnes pratiques. C'est un petit peu le sens de notre travail de formation auprès des équipes, puisqu'on fait depuis 2 ans des formations sur les équipes des foyers. On a commencé par les recommandations de bonnes pratiques. ANESM, qui a beaucoup travaillé donc, sur les recommandations dans le médico-social, l'accompagnement des personnes handicapées dans le médico-social. Et plus, alors le cercle autisme a permis de tirer un peu des lignes
directrice sur ce qu'il faut faire ou ce qu'on peut faire dans l'accompagnement des personnes voilà, qui avaient ce syndrome. Ça restait quand même très large et parfois polémique. Ceci dit, dans le champ du handicap, je crois que c'est des recommandations qui arrivent un petit peu après, qui sous-entendent, hein, quand on dit autisme, ça sous-entendait handicap intellectuel associé. Et donc, une des premières choses à faire, nous qui intervenons chez les foyers pour adultes, c'était de reprendre voilà, des bases qui pourraient être opposables s'il y avait des problèmes, des enquêtes, un problème avéré sur le foyer. Voilà. Et ça permet aussi d'être un peu tiers là-dessus, puisque c'est pas nous, c'est les recos. Les recos, c'est comme ça a été conçu. On peut expliquer comment les recos ont été. Ce que vous appelez les recos? Les recommandations de l'ANESM, de la HAS, dans le secteur pour ce qui est médico-social. Ça permet d'apporter voilà, une certaine, un point de repère. Et comme elles sont très longues et très fastidieuses à lire et surtout un peu imprécises, nous, voilà, sur un module comme ça de plusieurs journées, on explique les recos et on explique aussi comment on les a vus appliquer dans les foyers, puisqu'on a eu de la chance d'être une équipe mobile et de pouvoir être invité dans beaucoup de foyers. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Je suis très curieux, mais surtout, je trouve que c'est une grosse chance parce que sur notre territoire de la région PACA, on a vu une centaine d'établissements et services médico-sociaux, donc on commence à voir un certain nombre de points communs partout et aussi des établissements qui ont trouvé un fonctionnement et des solutions très intéressantes. Donc, on peut se faire porteur de ça et des fois dénoncer amicalement des gens là, en leur disant ben voilà, ceux-là ils travaillent de cette manière, hein. Ça a l'air de bien marcher. Voilà. Mais bon, c'est une alchimie. Hein, je crois le passage à l'acte du côté des professionnels, c'est souvent la résultante de plein d'errements, de plein d'errances. Un manque de formation initiale, mais un manque de management et un manque de cohésion associative. Et évidemment, l'intercelle, c'est toujours le trouble du comportement ou le comportement défi. Et là, ça me fait penser à quelque chose que j'avais dit dans l'intervention, vous avez vu, c'est la notion subjective. Parce qu'on dit passage à l'acte. Alors, en langage des recommandations de bonne pratique, il faudrait dire comportement défi, parce que c'est la version positive du comportement problème. On va dire que c'est un défi de le résoudre ou d'y trouver une cause et une solution. Ça ne change rien à la difficulté ni à la douleur que ça fait quand on se le reçoit. Hein. Mais en tout cas, c'est un défi. Et on peut s'apercevoir que des fois, c'est un peu subjectif parce qu'il y a des à la relève le matin, certaines personnes diront qu'il y a péril dans la demeure, que c'est insoutenable, qu'il faut absolument appeler l'hôpital pour que la personne soit hospitalisée. Puis d'autres diront bon, non, mais il est comme ça depuis plusieurs semaines. On tient le coup jusque-là. On a prévu cette réunion dans 2-3 jours, donc on peut encore attendre. Voilà. Donc on voit que pour le même comportement, hein, les subjectivités vont qualifier soit de comportement à peu près dérangeant, mais à peu près comme d'habitude, et donc supportable, et d'autres vont dire non, là le seuil est passé. Voilà. Donc, et ça dépend aussi des sensibilités de chacun. Cette représentation. Et donc là aussi, le côté mathématique est intéressant, le côté scientifique de dire finalement on décrit le comportement en fréquence, en intensité, éventuellement en dangerosité, mais finalement on ne le juge pas, on ne l'interprète pas, on le décrit seulement. Et après peut-être,
quand on l'aura bien décrit et quand on aura bien mis en perspective avec des causes potentielles, peut-être qu'on pourra interpréter. Bon, ben voilà, justement, ça refait un peu la boucle avec le début de notre conversation. Donc, je vous remercie encore une fois pour cet entretien. Merci.